En Iran, la fausse impression de calme après la réplique, tandis que dans tout le Moyen-Orient, les plaques tectoniques continuent de bouger. Nous avons vu tout cela ces dernières semaines, des Philippines au Venezuela, du Mexique au Japon, de la Colombie à l'Indonésie. La Terre en profondeur se déplace soudainement, violemment, et les surfaces tranquilles de notre monde cèdent à une force brute. Les secousses déchirent le paysage. L'illusion d'un sol solide se dissout, révélant la pierre vivante et mouvante en dessous. Un tremblement de terre ressemble à un choc soudain, mais en réalité, ce n'est que la libération violente de toute cette pression cachée qui s'accumulait sous la surface. Et puis, la violence s'apaise. Un lourd silence tombe sur les décombres. Bien que de légères répliques traversent encore le sol, une illusion de stabilité revient lentement à la surface. Pourtant, bien plus bas, cachées à la vue, les énormes plaques souterraines poursuivent leur déplacement implacable. Le monde politique n'est pas différent de la Terre elle-même. Tout peut sembler parfaitement calme en surface, jusqu'au moment où tout se fracture. On ne peut pas vraiment comprendre une crise mondiale simplement en regardant le jour où elle a commencé. Il faut regarder les années de changements lents et invisibles qui l'ont précédée. Et cela ne se termine pas avec la fracture des plaques tectoniques ou l'escalade militaire. Les choses continuent d'évoluer. Pendant des années, la plaque tectonique dominante qui alimentait le conflit dans cette région était l'axe de la résistance de l'Iran. Mais au cours des 2 dernières années, cette plaque s'est fracturée. À la suite de frappes militaires dévastatrices sur Téhéran, le régime iranien a été plongé dans le chaos et son réseau gravement affaibli. Tout comme la vérité fondamentale sur les tremblements de terre, le choc initial n'est jamais la fin. La région a été secouée et bouleversée. Puis les choses semblaient s'arrêter. Le calme est trompeur, car les mouvements continuent, sans jamais cesser. En géologie, lorsqu'une faille massive finit par céder, la pression ne disparaît pas simplement, elle se déplace. Elle se reporte sur la roche environnante, créant de nouvelles tensions et déclenchant une série de répliques imprévisibles. En politique, c'est pareil. Des plaques tectoniques politiques. L'effondrement de l'influence iranienne a créé un immense vide géopolitique. Et tout comme la croûte terrestre, le paysage politique de la région doit se déplacer pour combler ce vide. Alors qu'à l'épicentre en Iran, tout semblait calme au 60e jour du soi-disant cessez-le-feu, de nouvelles secousses se faisaient sentir dans le Golfe et tout autour de nous. Donald Trump a ordonné à ses équipes de mettre fin aux négociations avec l'Iran cette semaine et de se préparer à resserrer l'étau de l'embargo économique en ajoutant de nouvelles sanctions, choisissant ainsi une pression économique maximale plutôt qu'une frappe militaire immédiate. Les États-Unis devraient annoncer de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran cette semaine, des sanctions sans précédent comme les a qualifiées le secrétaire au Trésor américain. Le blocus naval américain est bel et bien en vigueur et des hauts responsables du régime iranien admettent qu'il a un impact. Pour compenser la perte de l'énergie iranienne et éviter une flambée des prix mondiaux de l'énergie, Donald Trump s'est coordonné avec des producteurs d'énergie comme le Venezuela afin d'augmenter la production de pétrole. L'Iran ne pourra pas supporter longtemps l'embargo renforcé, et Donald Trump n'a besoin que de 3 mois. Par conséquent, si l'Iran constate que les sources d'énergie alternatives stabilisent les prix, on peut s'attendre à ce qu'il intensifie le conflit de manière agressive afin d'infliger un lourd tribut à ses adversaires. Du moins, c'est ce qu'il espérera pouvoir faire. Et tout comme il pensait pouvoir agir avec le Hezbollah et le Hamas, cela n'arrivera probablement pas, car on voit bien à quel point cela leur a réussi. Puis, cette semaine, entre en scène la prochaine plaque tectonique, la Turquie. La semaine dernière, la Turquie a agi ouvertement avec le prince héritier saoudien Ben Salman et le premier ministre pakistanais Sharif pour former l'accord de défense conjointe de la Mecque. Pourtant, loin des regards du public, Ankara changeait discrètement de posture. Le président turc Erdogan a discrètement reconstruit et entraîné l'armée syrienne, établissant des racines structurelles profondes dans ce pays. La Turquie essaie de se positionner comme la nouvelle puissance régionale dominante et le nouvel acteur qui affronte Israël. Mais Israël a connu son propre bouleversement tectonique le 7 octobre 2023. Nous ne laissons plus les ennemis déclarés opérer librement. Et si vous vous souvenez, la Turquie s'est déclarée comme ennemi d'Israël. Donc Israël a mené 8 frappes aériennes sur la base aérienne d'Abu al-Daour dans le nord-ouest de la Syrie. Pourquoi? Parce que cette base aérienne est une faille géopolitique pour nous.
Israël a explicitement déclaré qu'il avait lancé la frappe parce que la Turquie était sur le point de déployer des forces militaires sur cette base précisément. Israël a vu l'influence turque se rapprocher lentement et discrètement de notre frontière nord. La frappe n'était pas simplement une action militaire menée au hasard. C'était Israël qui traçait une ligne rouge pour empêcher la plaque tectonique turque de se verrouiller en place. Et aussi pour obliger la Syrie à respecter l'engagement qu'elle a pris lors du cessez-le-feu conclu avec Israël il y a plusieurs mois. Que le statu quo continuerait et que la Syrie n'utiliserait pas la fin des hostilités pour reconstruire sa puissance aérienne. Pendant ce temps, le chef de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU a déclaré mardi que ses inspecteurs avaient trouvé plusieurs tonnes de matière nucléaire en Syrie sur un site que les autorités ont déclaré avoir signalé à l'agence le mois dernier. Le ministre des Affaires étrangères syrien a indiqué que le matériau serait utilisé dans le cadre d'un programme d'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Où avons-nous déjà entendu cela auparavant? C'est vrai, The Dictator de Sacha Baron Cohen. De l'uranium enrichi à utiliser à des fins pacifiques. Ouais, on verra bien comment ça va marcher pour eux. Et ça, c'est le changement le plus profond et le plus durable de tous. Le paysage politique d'Israël s'est complètement durci. Pensez à une grande faille après un énorme tremblement de terre. Le sol ne revient pas simplement à l'état où il était avant. Les couches de roche se déplacent, se compressent et deviennent incroyablement rigides. Pour nous, ce tremblement de terre massif a eu lieu, comme je l'ai dit, le 7 octobre 2023. Et le plus grand changement stratégique depuis ce jour est un refus total et absolu de compter sur des promesses creuses ou des compromis destinés à apaiser temporairement les ennemis. L'ère de la patience stratégique est terminée. Si vous remettez en cause un accord explicite, Israël agit immédiatement. Nous avons vu un exemple parfait de ce nouveau paysage rigide se jouer sur la scène diplomatique cette semaine. L'envoyé spécial américain Jared Kushner est arrivé dans la région, représentant le Conseil international de la paix de Donald Trump. Il s'est d'abord rendu en Égypte pour une rencontre directe et rare avec la direction terroriste du Hamas, afin de promouvoir une feuille de route en 15 points pour l'avenir de Gaza. Selon ce plan initial, il était prévu un retrait militaire israélien progressif, accompagné d'un désarmement graduel et étape par étape du Hamas. Mais ensuite, Kushner est arrivé en Israël lundi et s'est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et Netanyahou a catégoriquement rejeté cette idée. Le message israélien était sans compromis. Il n'y aura aucun progrès, aucune reconstruction et absolument aucun retrait militaire tant que le Hamas ne se sera pas complètement désarmé au préalable. Point final. Pas de phasé, pas de demi-mesure. Israël a explicitement averti Kushner que nous ne faisons tout simplement pas confiance au Hamas pour tenir ses promesses à l'avenir. Quand l'a-t-il déjà fait? Et regardez à quelle vitesse le ton américain a changé après cette réunion. Juste après avoir parlé avec Netanyahou, Kushner est allé sur Fox News et a publiquement soutenu la position israélienne. Il a averti que si le Hamas ne rendait pas immédiatement ses armes et son équipement, les États-Unis soutiendraient pleinement les FDI pour relancer la guerre et terminer le travail. Israël ne s'est pas plié à la feuille de route internationale. Nous avons forcé la feuille de route à se plier à nous. Donc que ce soit Kushner qui apporte des accords de paix internationaux à Gaza ou Djelani qui joue avec la Turquie et la Syrie, Israël envoie un message unifié au monde. Les anciennes règles sont mortes. Plus de patience, plus de confiance dans les promesses écrites de nos ennemis. Si une ligne de faille est menacée, Israël la frappera immédiatement. Le terrain a changé et les nouvelles réalités sont là pour rester. Pour clarifier, la région continue de suivre la même ligne de faille. L'Iran et les Houthis ont de nouveau attaqué l'Arabie saoudite et les Émirats cette semaine, sans que les membres de la nouvelle alliance ne viennent à leur aide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Iran pensait pouvoir détruire Israël en utilisant ses groupes armés par procuration? Eh bien, c'est parce qu'ils ont réussi partout ailleurs, avec l'Irak, avec la Syrie, au Liban, et même avec l'Arabie saoudite. Aucune des armées de ces pays n'a pu repousser les proxys qui les attaquaient. Israël avait 5 proxys qu'il a systématiquement démantelés, et en plus, il a fini par frapper l'Iran, considéré comme la superpuissance régionale. Nous les avons frappés directement et neutralisés. Et avant que je n'entende les habituels idiots se plaindre que l'Amérique mène la guerre d'Israël, un rappel sur la façon dont un seul, publiquement oublié, une mission secrète du Mossad israélien, oubliée du public, il y a exactement 60 ans, cette semaine, a contribué à poser les bases de l'alliance stratégique entre les États-Unis et Israël. Lorsque les critiques attaquent la relation entre les États-Unis et Israël, ils évoquent souvent le tragique accident du USS Liberty en 1967,
tout en ignorant complètement l'un des plus grands succès du renseignement de l'histoire militaire moderne, l'opération Diamant. En août 1966, quelques mois seulement avant la guerre des 6 jours, Israël a réussi une mission audacieuse au cours de laquelle le Mossad a orchestré la défection d'un pilote de l'armée de l'air irakienne, Mounir Radfa, qui a piloté un MiG-21 soviétique ultramoderne directement jusqu'en Israël. À l'époque, les aviateurs américains au Vietnam subissaient de lourdes pertes face à ces avions de chasse soviétiques agiles, car les services de renseignement occidentaux ne savaient pratiquement rien à leur sujet. À cette époque, les États-Unis et Israël n'avaient pas l'alliance spéciale que nous voyons aujourd'hui. Washington maintenait en fait un embargo officieux sur les armes à destination d'Israël, essayant de rester neutre au Moyen-Orient, tandis que la France était le principal fournisseur d'armes d'Israël. Au lieu de garder le chasseur pour lui, Israël l'a secrètement remis à la Defense Intelligence Agency des États-Unis afin que les Soviétiques ne le sachent pas. Des pilotes d'essai américains ont piloté le chasseur à la Zone 51, dans le cadre de l'opération Have Donut. J'ai vérifié. Cette opération a vraiment existé. Regardez ça. Ils ont découvert des défauts de conception critiques. Les résultats ont complètement révolutionné les tactiques de combat aérien américaines et ont directement conduit à la création du programme Top Gun de la marine. Oui, le film de Tom Cruise qui a sauvé d'innombrables vies américaines en Asie du Sud-Est. Ces renseignements n'ont pas seulement sauvé des vies américaines, ils ont fondamentalement changé la politique étrangère des États-Unis. Cela a prouvé à Washington qu'Israël n'était pas seulement un pays assisté, mais un partenaire stratégique irremplaçable, menant directement à la vente historique des F-4 Phantom en 1968. Les véritables alliances ne se forgent pas par sentimentalisme. Elles se construisent sur le partage du renseignement et la force mutuelle. La mémoire historique ne devrait pas être sélective. Juger une alliance de plusieurs décennies uniquement par la pire tragédie de Tir-Ami, tout en effaçant des étapes salvatrices comme l'opération Diamant, c'est du révisionnisme de mauvaise foi. Et cela est vrai depuis 1966. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. D'ailleurs, le 7 octobre devrait aussi servir de signal d'alarme pour vous tous, pour vos pays. Le 7 octobre a été le résultat d'années durant lesquelles les ennemis islamiques d'Israël ont développé la conviction qu'ils pouvaient nous détruire, car ils interprétaient notre retenue et nos normes sociétales comme de la faiblesse. L'islam voit maintenant comment il se répand lentement en Europe, et cela ne fait que confirmer leur conviction qu'ils sont supérieurs. Ils voient les imbéciles soutenir leurs désirs meurtriers et violents. Ils s'excitent, se sentent encouragés. Ils voient aussi les petites réussites qu'ils ont en Amérique, et cela flatte leur ego, les entraîne dans une extase sanguinaire comme nous l'avons vu le 7 octobre, ici, en Israël. Ils ne cachent pas leurs rêves mouillés de sang. Ils appuieront prématurément sur la gâchette. S'ils se plaignent de ce qu'Israël leur a fait, attendez qu'ils jouent aux cow-boys et aux islamistes. Leur duplicité est omniprésente. Pendant que nous sommes tous manipulés par un récit médiatique qui parle de génocide et de famine à Gaza, une série de vidéos publiées cette semaine par Gaza Wood sur Instagram montre les véritables conditions à Gaza, telles qu'elles sont réellement. Je ne serai pas cynique cette fois-ci, et je ne parlerai pas d'horreur en regardant ces images. Eh bien, apparemment, pas de lait aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été comme ça. La compagnie était joyeuse. Nous transformions la nuit en jour. Toi et moi et toi, peu importe comment ils lancent les dés, ça devait être comme ça. La seule pour moi, c'est toi, et toi pour moi. Tellement heureux ensemble. Je ne peux pas m'imaginer aimer quelqu'un d'autre que toi pour toute ma vie. Quand tu es avec moi, chérie, le ciel sera bleu pour toute ma vie. Sérieusement, on peut voir ici pourquoi les groupes LGBT et les groupes trans retardés s'allient à ces pervers. Donc, la véritable horreur, la véritable indignation, ce n'est pas ce qui se passe à Gaza. Elle réside dans la façon dont les médias occidentaux et les politiciens s'approprient et banalisent des atrocités historiques pour servir leur propre récit politique. Composer les conditions actuelles aux horreurs historiques, c'est ignorer des réalités flagrantes. Dans les ghettos nazis et dans les camps de concentration, les victimes mangeaient de l'herbe pour survivre. Personne ne dansait ni ne gaspillait de nourriture, même lorsqu'ils étaient secourus. Les enfants affamés du Biafra ou d'Éthiopie, ils s'accrochaient désespérément à chaque miette. Ils n'avaient pas de marchés locaux ni de restaurants ouverts. Ils ne se jetaient pas de nourriture les uns sur les autres. Les gens ne paradaient pas en dansant et en célébrant dans les goulags soviétiques. Réduire les horreurs historiques à de faux arguments politiques banalise à la fois les souffrances passées et même les réalités présentes. Alors qu'ils paradent tous ensemble, si joyeux et heureux, vous avez des islamistes qui font cela en Afrique. Les choses qu'ils ont faites à nos femmes et à nos enfants le 7 octobre.
Mais ils ont appris qu'avec nous, avec Israël, avec les Juifs, ils ne peuvent pas continuer parce que, contrairement aux autres minorités du Moyen-Orient, nous pouvons nous défendre. Et juste pour vous aider à visualiser ce que je veux dire par le Moyen-Orient, regardez cette image. Toutes les minorités qui vivent dans cette région, une région à peu près de la taille des États-Unis, sont opprimées et occupées par l'islam, par des Arabes qui sont des colonisateurs venant d'Arabie. Et seulement ce petit bout ici au milieu peut leur tenir tête. Alors ne me parlez pas de résistance, vous pervers mentalement dérangés. Quoi qu'il en soit, alors que la torpeur estivale s'installe, souvenez-vous que même si tout semble calme, il se passe beaucoup de choses en coulisses, sous la surface. Je suis Daniel Simon, merci de m'avoir rejoint ici sur Straight Up depuis les studios GNS TV à Jérusalem en Israël. Shabbat Shalom et je vous retrouve la semaine prochaine.